Bonjour chers humains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado des bulles familiales pour un 12e épisode. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Jonathan Boucher-Labrie. Dans le fond, Jonathan, je l'ai rencontré au premier salon des familles et des résidences d'accueil de l'Estrie au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. J'ai adoré ce salon-là, c'était vraiment magnifique, il y avait beaucoup d'exposants. Puis, cette entrevue-là m'a vraiment permis de démystifier certains amalgames que je faisais par rapport aux familles et aux résidences d'accueil. Donc, bref, j'ai vraiment beaucoup appris. Ça a été inspirant. C'est une personne compétente et extraordinaire. Donc, j'espère que vous allez également apprécier cette entrevue-là. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Allô, Jonathan. Bien, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être là, c'est un privilège. Je suis vraiment contente que tu sois là aux bulles. Bien, merci beaucoup de m'inviter, là. Franchement, je suis très content d'être là aujourd'hui avec toi, là, pour notre sujet du jour. Oui, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Dans le fond, nous, on s'est rencontrés au premier salon des familles et des résidences d'accueil de l'Estrie à Sherbrooke. Effectivement, le Salon des familles d'accueil, familles et résidences d'accueil qui a eu lieu en octobre dernier. Mm-hmm. Donc, premier salon en Estrie, là, effectivement. Donc, oui, c'est ça. Très bel événement, là. Très satisfait aussi du résultat là, de notre salon, là, qui était destiné, d'ailleurs, c'est ça, à nos familles d'accueil actuelles et peut-être futures aussi, là. Ben oui, c'était vraiment un très bel événement. Justement, je vais vouloir que tu m'en parles tantôt de comment vous avez réussi à réaliser ça. Puis s'il y en a un l'année prochaine aussi, que tu m'en parles un petit peu. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais ça savoir, toi, t'es qui? C'est quoi ton background? Tu travailles où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a amené à gérer ce premier salon des familles d'accueil-là? Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Oui, en fait, de formation, je suis travailleur social et j'ai travaillé pendant 7-8 ans environ au niveau de nos familles d'accueil, de nos ressources d'hébergement, en fait, là, souvent on va parler de ressources d'hébergement. Okay. J'étais de mon côté auprès de la clientèle en santé mentale, okay. Parce qu'on parle beaucoup de familles d'accueil, mais ça implique autant une clientèle jeunesse que ça peut impliquer une clientèle adulte aussi. Donc, moi, j'étais auprès de la clientèle adulte, donc en santé mentale. Et disons que ça, c'était dans la région de Sorel, là, auparavant. En arrivant ici dans la région, effectivement, il y a le fonctionnement est un petit peu différent ici. Le suivi de nos ressources, du moins le suivi au niveau de la qualité, non pas le suivi clinique, est fait par la direction qualité, où je travaille actuellement. Donc, direction qualité, qui est une des directions du CIUS de l'Estrie. Donc, au cours je dirais à peu près dans la dernière année et demie, on a commencé tranquillement à mettre en place des projets de soutien. Okay. Pour nos ressources d'hébergement. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que les tâches, le poste, en fait, à la direction qualité, là, a été, en fait, offert en quelque sorte. Puis comme j'avais un background au niveau de nos ressources d'hébergement, à ce moment-là, c'est comme ça que tranquillement, de fil en aiguille, je suis arrivé à travailler au niveau de la direction qualité, là, dans notre coordination à l'hébergement, okay. Pour gérer tous ces projets, justement, là, de soutien, je dirais, plus macro à l'ensemble de nos ressources d'hébergement. Donc, comme je disais, autant adultes que jeunesse. Donc, fait que c'est comme ça, tranquillement, que ce projet-là, en fait, que ce poste-là a vu le jour, là.
OK, Donc, merveilleux. oui. Donc, tu as un background, tu as fait ton bac en travail social. Après ça, tu as travaillé au CIUS, puis là, tu es à la qualité. Puis tu as de l'expérience justement avec la santé mentale, les familles. Exact. OK. Exact. Ça fait combien de temps là, que tu es à la qualité? Là, je dirais, ça a fait 2 ans OK. oui, j'avais commencé il y a 2 ans en janvier, là, donc ça fait à peu près 2 ans pile que j'ai commencé à la direction qualité. Donc, OK. oui. Il faut comprendre, en fait, la façon qu'on on fonctionne. On parle de la direction qualité, on a plusieurs coordinations qui ont des mandats très différents. Mhm. Et nous, à la coordination, ce qu'on appelle résidence intermédiaire et résidence de type familial, cette coordination-là, on s'occupe vraiment du suivi qualité de nos résidences et en même temps du suivi qualité des actes des professionnels, de ce qui est fait par l'établissement. OK. Donc, notre rôle de notre coordination est à ce niveau-là. Uh-huh. J'en parle parce que ça fait la distinction avec le suivi clinique qui, eux, que ce suivi-là, en fait, est fait par les différentes directions cliniques, que ce soit en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, en santé mentale, en protection de la jeunesse OK. ou en personnes âgées perte d'autonomie, par exemple. OK. Là. Mhm. Tantôt, tu m'avais dit, je sais pas, je me souviens plus les lettres exactement, c'est APPR. Comment tu avais appelé ça, ton poste, là, AP? Oui, c'est un grand titre, hein, APPR. Oui, APPR, c'est oui, ça, OK. agent de planification, programmation, recherche. OK, ça fait partie de la qualité aussi? Le titre APPR, en fait, c'est un titre qui est commun un peu partout au Québec dans différents secteurs des CIS et des CIUS, en fait. OK. Donc, les mandats vont être très différents d'une place à l'autre. Dans ce cas, c'est des rôles, en fait, je dirais plus clinico-administratifs, en quelque sorte. OK. Donc, on peut en retrouver autant en santé publique qu'on peut en retrouver dans des équipes de recherche. Dans le cas qui me concerne, j'ai ce titre APPR-là, mais mon mandat qui est défini dans mon titre, en fait, c'est vraiment mettre la mise en place de projets de soutien aux ressources. Donc, moi, ça OK. va tourner beaucoup autour de ça dans mon mandat. Ça peut varier, c'est sûr, mais donc, c'est l'aspect clinico-administratif parce que je ne suis pas non plus en lien ni avec les usagers et pas nécessairement en lien avec les ressources directement, Mhm. mais plus dans un point de vue macro, en quelque sorte. Là. Oui. C'est ça que tu me disais tantôt, c'est que avant l'entrevue qu'on commence, que tu pouvais gérer des projets distincts, justement, que c'était des beaux défis parce que tu devais t'adapter. Puis c'est ça qui était le fun, dont le Salon des familles d'accueil. Ça, c'est comme un nouveau projet, c'est la première fois. Puis j'aimerais ça savoir comment vous avez eu l'idée de partir ça, de se dire « Wow, on a besoin de ça, finalement. Okay. » Parle-moi donc de ça ou de ce projet-là. Oui, en fait, l'idée, à la base, venait de ma gestionnaire là, directe. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est nous autres, dans notre coordination, dans notre équipe, on a le rôle de recruter nos nouvelles familles ou résidences d'accueil. Hein. Mhm. Donc, on est au début du processus de recrutement, d'évaluation. Puis, de l'autre côté, on se disait, on veut recruter des nouvelles familles d'accueil, mais il faut aussi être capable de bien s'occuper de celles qu'on a déjà pour les garder puis faciliter leur travail. Ouais. Si on met de l'eau, mais que notre seau a des trous, ça marche pas. Là, ouais. Fait on s'est dit, mais de quelle façon, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu faciliter le travail de nos ressources? Fait qu'il y avait cette prémisse-là, entre autres, qu'on avait un petit peu derrière la tête, en quelque sorte. Comme j'expliquais un petit peu tantôt, il y a des rencontres qui sont faites régulièrement entre nos gestionnaires, nous à la direction, et d'autres gestionnaires aussi, avec les associations représentatives, donc les syndicats de nos familles d'accueil. Puis lors de cette rencontre-là, il y a toutes sortes de discussions sur différents enjeux. Et justement, c'est sûr qu'il y a toujours l'enjeu de soutenir nos ressources qui est ressorti dans cette discussion-là. Il y a l'enjeu aussi en même temps de trouver de nouvelles ressources qui va demeurer à long terme. Là, on a toujours besoin de nouvelles ressources. Puis, en même temps, les associations, de même que nous, sur le terrain, on travaille avec les ressources, on sait à quel point c'est important de reconnaître leur travail.
Fait que dans ce contexte-là, c'est là que l'idée avait été soulevée, de dire, mais est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, un événement, où ça pourrait regrouper tous ces objectifs-là, en fait, ces mandats-là, sous un même événement. Mhm. Et ça, ma gestionnaire, coordonnatrice et les associations en ont discuté. Et c'est comme ça, tranquillement, que l'idée a germé pour en venir au résultat là, que tu as pu Oui. constater. Moi, j'ai apprécié, c'était beau, il y avait tellement de kiosques, c'était inspirant. Puis c'est là que j'ai vu la distinction, justement, entre... parce que moi, dans ma tête, c'était comme famille d'accueil, protection jeunesse. Mais non, c'était famille d'accueil at large. Fait que ça aussi, j'aimerais ça que tu m'en parles, qu'on fasse la distinction, puis après ça, qu'on puisse justement peut-être parler de si quelqu'un est intéressé à devenir famille d'accueil, comment qu'il pourrait faire ça. Fait que, mais avant que vous ayez fait votre projet, est-ce que vous avez regardé, est-ce que ça s'est fait, ce genre de salon de famille-là, ailleurs au Québec, ou vous avez été inspiré comment, ou dans d'autres pays? Est-ce que vous avez été voir si... En fait, en faisant les recherches, on n'a pas trouvé beaucoup d'événements. On n'a pas vraiment trouvé d'événements qui étaient en lien, qui ressemblaient à ce qu'on a fait comme salon. OK. Mais je sais que du côté, si je ne me trompe pas, des Laurentides, l'association représentative là, des ressources, un des représentants nous disait qu'il y a quelque chose de similaire qui s'était fait du côté, c'est ça, je ne me trompe pas, c'était des Laurentides là, ou la Naudière dans ces coins-là. Mais quelle forme que ça avait pris, je ne pourrais pas dire, là, puis on n'a pas vu de traces non plus de ça. Là. Fait que c'était innovant, justement, vous avez parti de rien, puis ça va aider peut-être justement d'autres villes à faire pareil, là, d'autres provinces, peut-être? Là? Écoute, je te confirme que ça a fait des petits, ça, c'est certain. Ça? Jusqu'à maintenant, là, on a eu quand même des appels de d'autres territoires, là, de d'autres régions administratives qui voulaient savoir un peu comment on a mis ça sur pied, puis qu'est-ce que ça avait donné, puis parce qu'ils aimeraient peut-être ça, reproduire le même projet. Fait que déjà, puis ça l'a même, en fait, monté là, jusqu'au au ministère. Là, bravo! Ça a été courageux, puis audacieux, puis vous avez vu c'était quoi les besoins, puis... Oui. Fait que oui, tranquillement, ça fait des petits, puis en tout cas, tant mieux si ça peut voir le jour aussi ailleurs, là, effectivement, là, dans notre région. J'ai adoré, en tout cas. OK, parfait. Puis, veux-tu me faire, avant qu'on en parle plus du salon d'accueil, juste une distinction vraiment entre, tu sais, comme tu disais tantôt, là, tu m'expliquais les grandes lignes de famille d'accueil, là, tu veux juste nous démêler ça un petit peu, là? Oui, je pense que c'est important quand même de le faire. Puis on avait eu même l'enjeu avec le titre, le nom du salon, hein, parce que, tu sais, dans le salon, on a le salon des familles d'accueil et résidence d'accueil. Mm-hmm. Le pourquoi, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'on parle de famille d'accueil ou qu'on parle de résidence d'accueil, ils sont sous le même chapeau, les mêmes règles. Mais quand on parle de famille d'accueil, on s'adresse davantage à la clientèle jeunesse. Mm-hmm. Okay? Et quand on parle de résidence d'accueil, on parle vraiment de la clientèle adulte. Mm-hmm. Okay? Donc, dans un souci de bien représenter nos différents types de clientèle, on a décidé de faire la distinction dans le nom du salon avec ces deux clientèles, ces deux titres-là. Donc, si on regarde là, du côté résidence d'accueil, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des milieux qui ressemblent grandement à un milieu naturel. C'est ce qu'on veut. Donc, c'est des gens, des opérants. Ça peut être une personne seule, ça peut être un couple. Hein. Okay. Donc, on a le choix, autant pour les résidences d'accueil que les familles d'accueil, ça peut être une personne seule ou un couple. Puis, eux décident d'héberger chez eux. Mm-hmm. Donc, les opérants demeurent chez eux. Ils décident d'héberger des adultes qui ont un besoin d'hébergement. Des adultes que ça peut être un handicap physique, un handicap mental, peu importe. Exact. Okay. Donc, qui ont une perte d'autonomie fonctionnelle, on va dire, mais qui peut être due à, justement, on parle de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, déficience physique, santé mentale, donc perte cognitive. Donc, c'est très,
sais, il y a différents types de clientèle, il y a différents types de ressources à l'adulte qui existent. Dépendamment de l'intérêt des opérants, Mhm. peuvent aller vers l'une ou l'autre des clientèles. Tu sais. Quand tu dis opérant, c'est la personne qui veut être résidence d'accueil. Oui, là, je m'excuse, hein, c'est C'est nos vrai. termes un peu à l'interne, un peu OK. administratifs. Effectivement, quand on parle d'opérants, on parle des gens du propriétaire ou des propriétaires, là, OK. qui sont un ou deux, qui accueillent chez eux de 1 à 9 usagers. Et encore là, usagers, un autre terme qui est peut-être un peu froid, mais c'est le principe, en fait, que c'est autant les jeunes que les adultes qui sont notre clientèle, en fait. Là. Donc, quand on parle d'usagers, on fait référence là, autant à nos enfants, aux jeunes, aux adultes qu'aux personnes âgées, aux personnes aînées, en fait. Là. Parfait. Donc, OK. voilà. Donc, ça, c'est l'aspect résidence d'accueil. Ouais. Et on avait de l'autre côté nos familles d'accueil, Oui. donc clientèle plus jeunesse. Ouais. Et la distinction qui serait importante à faire ici, c'est, je dirais qu'il existe, dans le fond, les familles d'accueil qu'on dit régulières. Mhm. Donc, les familles d'accueil régulières, c'est des gens, donc une personne ou deux personnes, encore une fois, qui accueillent de 1 à 9 jeunes chez eux, mais que leur projet de vie n'est pas d'adopter l'enfant. C'est pas un désir d'adoption. OK? Donc, ces personnes-là vont être à contrat avec l'établissement pour accueillir chez elles des enfants ou des adultes qui ont encore là, qui peuvent pas demeurer en fait dans leur milieu de vie naturel et qui ont besoin soit de différents services, de différents soins. Donc, c'est ce qu'on appelle une famille d'accueil régulière. Oui. Ça, c'est dans votre département aussi, c'est chapeauté. Exactement. C'est nous à la coordination, à l'hébergement, Ouais. qui est dans la direction qualité, qui s'occupons de ces familles d'accueil régulières-là, au même titre qu'on s'occupe de nos familles d'accueil à l'adulte. Donc, les Résidence, c'est ça. Exactement. Parfait. Ouais. Exactement. Et on a aussi nos familles d'accueil, ce que les gens souvent ont en tête, Ouais. familles d'accueil d'adoption. Donc, familles d'accueil qui sont, dont, j'aime pas dire gérées, là, qui sont plus c'est sous le chapeau de la DPJ en quelque sorte. Ouais. Là. Donc, ces familles d'accueil-là, on va souvent entendre parler de familles d'accueil banque mixte. Mixte. Ou de type banque mixte ou en vue d'adoption. Ouais. Donc, c'est... le projet de vie est différent dans ce cas-ci. Donc, ces personnes-là vont accueillir chez elles des enfants, mais qui ont un grand risque finalement, d'être adoptés dans quelques mois, quelques années. Donc, les enfants qui ont plus de possibilités d'être adoptés vont être orientés davantage vers les familles d'accueil banque mixte. OK? Donc, c'est un peu la distinction qu'on doit faire parce que c'est deux processus aussi d'évaluation qui ont des similarités, mais qui sont gérés différemment au sein de l'établissement. Oui. Puis c'est ça que tu disais aussi, ça s'appelle banque mixte parce que, oui, le but de la personne qui veut adopter, c'est d'adopter, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à adopter. Fait qu'en attendant, ils deviennent quand même famille d'accueil régulière. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle banque mixte, parce qu'ils sont un peu sur les deux chapeaux en même temps, là, que tu disais. Bien, effectivement, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tant et aussi longtemps que l'enfant va être dans une famille d'accueil banque mixte, mais que l'adoption n'est pas statuée, d'abord doit être recommandée par la protection de la jeunesse, selon, sans tomber dans la poutine, il y a 4 situations qui fait qu'un enfant pourrait éventuellement être adopté. Mais tant que c'est pas prononcé par le tribunal, effectivement, ces familles d'accueil-là ont des responsabilités au niveau légal et administratif qui sont les mêmes qu'une famille d'accueil régulière. Donc, effectivement, fait que le terme aussi vient de là. Donc, oui. Donc, vraiment, la protection de la jeunesse, c'est vraiment plus banque mixte d'adoption. Puis aussi, tu disais, la partie adoption internationale qu'il gère aussi, ou les dons d'un enfant, mettons, si la femme est à l'hôpital, puis elle veut mettre son enfant à l'adoption, mais ça aussi, c'est la protection de la jeunesse qui s'occupe de toutes ces dossiers. Exactement. C'est comme les 3 mandats. Okay. Donc, effectivement, la possibilité, si jamais, ce qui est plus rare, mais une adoption directe, là, quand suite à la naissance de l'enfant, que c'est déjà entendu que l'enfant ne demeurera pas, le parent ne veut pas
garder l'enfant ou s'en occuper. À ce moment-là, dans certaines situations, ils peuvent aller vers une adoption directe, mais c'est plus rare, là, je dirais quand même. Là. Fait que c'est ça qui a aidé aussi le Salon des familles d'accueil, sûrement à la population à comprendre toutes les possibilités s'ils veulent devenir... comment tu disais tantôt, quand il y a une famille d'accueil, comment tu l'appelais le terme, eux, Ça, dans le fond, comme nos postulants, là, postulants? c'est ça, effectivement, là, c'est selon leur désir, leur projet de vie. Là, Ben, c'est ça qui est beau. Tu veux devenir postulant, tu veux aider, que ce soit un enfant ou un adulte, c'est ça qui est beau. Tu vois toutes les possibilités là, à ce salon-là. Il y avait les tables de tous les organismes. Là. Bien, effectivement, hein, c'était un peu un des objectifs par la bande aussi en même temps, de dire, tu sais, oui, on veut reconnaître nos ressources, on veut essayer de promouvoir le recrutement de nouvelles ressources, mais le salon sert aussi d'enseignement, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, ben là, ça va être l'occasion idéale de rapprocher l'établissement de la population, tu sais. De la population générale, mais aussi de nos ressources actuelles parce qu'on sait, hein, le salon leur était dédié aussi. Donc, c'est un endroit où tout le monde pouvait venir chercher de l'information, soit sur les différentes clientèles, que ce soit sur les différentes formations qui sont offertes, que ce soit sur les différentes équipes qui accompagnent les familles d'accueil au quotidien, puis les jeunes ou les adultes. Il y avait une représentativité des différents secteurs de l'établissement qui étaient sur place. Oui, il y avait beaucoup de kiosques. Là. Je ne sais pas combien que vous en aviez, là, mais il y en avait... vous en avez combien d'exposants aussi? Oui, on visait... on avait une 50aine de places. C'est sûr qu'avec le temps, il y a eu quand même quelques cancellations. Je dirais, là, on était à peu près entre 43-45 kiosques. Là-dessus, on avait environ une quinzaine de kiosques des différentes équipes de l'établissement, des équipes qui sont impliquées auprès de nos ressources et de nos jeunes et adultes qui sont suivis. Et on avait aussi quelques kiosques de l'établissement, mais plus comme par exemple la Fondation du Centre jeunesse qui était là, par exemple. Ceux qui donnent, les personnes qui travaillent en réadaptation, qui donnent de la formation étaient là aussi. Et on s'est dit, ça va être le moment extraordinaire d'inviter nos organismes communautaires aussi. Oui. Donc, ils étaient, je crois, 22 organismes communautaires qui ont répondu présents. Là, évidemment, on avait invité beaucoup plus d'organismes que ça, mais pour différentes raisons, certaines peuvent être présentes ou non. Là. Donc, on a réussi à avoir 22 organismes communautaires qui étaient présents au salon. Et dans le fond, on avait invité les organismes qui sont un peu plus impliqués auprès de soit de nos propriétaires de ressources ou de leur clientèle. Oui. Donc, fait que, oui, on avait la chance d'avoir des autres qui ont pu présenter un peu leur offre de services. Parce qu'on sait, hein, l'établissement peut offrir des services, mais on veut quand même promouvoir le travail en communauté. Hein, oui, c'est ça qui est beau, l'institution avec le communautaire. C'est ça qui est beau. Parce que le travail en silo, ça sert à rien. Fait que c'est ça qui est beau, de travailler en partenariat, en collaboration, en interdisciplinarité. Exact. On fait sauter les barrières. Là. On essaie à la mesure du possible. Là, on a chacun notre expertise, notre plus-value à apporter. Fait on essaie justement de créer des liens, des réseaux pour pouvoir... dans le fond, le but ultime, c'est de pouvoir aider notre clientèle, en quelque sorte, d'aider les usagers, d'aider nos ressources, tu sais. Fait qu'on travaillons ensemble, on a tous quelque chose à apporter, là. Fait vraiment. Le salon était vraiment un bel événement pour regrouper tout ce monde-là ensemble. Vraiment. Puis se connaître aussi. Ben oui. Tu sais, je pense juste aux familles d'accueil qui ont régulièrement des appels du mécanisme d'accès à l'hébergement qui les appellent et qui dit bon, on aurait un jeune à placer chez vous, tout ça, mais ils ne voient jamais la personne qui les appelle. Mais cette personne-là était présente sur place. Fait qu'ils ont pu poser des questions à notre François du mécanisme d'accès à l'hébergement au niveau jeunesse, par exemple, qui était là puis qui prenait le temps de répondre à tous ces petits questionnements-là sur le fonctionnement auprès de nos ressources d'hébergement là, actuellement. Fait que je trouvais ça extraordinaire que les gens puissent se rencontrer enfin, en vrai. Ben oui, mettre un visage, puis c'est ça, ça crée un lien. Oui.
Un lien de confiance, c'est plus facile après ça, demander de l'aide, puis poser des questions, c'est moins gênant parce que tu vois l'humain là, devant toi. Là. Oui, exactement, exactement. Les gestionnaires étaient là aussi, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant. Fait qu'ils voient justement que, tu sais, c'est le temps de poser les questions. On est tous là pour les mêmes causes, tu sais. Puis on est tous des humains, puis on veut tous faire de notre mieux. Puis des fois, il y a des questions vu qu'on se voit jamais, on n'a pas le temps de s'échanger. Mais là, regarde, c'était le temps. On avait une journée pour ça, là, tu sais. Puis comme aussi les familles d'accueil ou les résidences d'accueil, tu sais, ils font leur travail, tu sais, c'est un travail temps plein, là, d'être résidence d'accueil ou famille d'accueil. T'es occupé, tu n'as pas la chance de peut-être voir d'autres familles d'accueil. Puis ça, j'ai trouvé ça beau, tu sais. Vous aviez un temps pour remettre les prix de, justement, les personnes qui étaient familles ou résidences d'accueil depuis des années. C'était beau de les voir tout ensemble. Tu sais, ça l'a permis aussi qu'ils se voient entre eux, là, les familles d'accueil. Là. Bien, c'est un point très intéressant que tu amènes. Un des enjeux que vivent nos familles d'accueil actuellement, puis qui est reconnu dans les recherches, c'est l'isolement que nos familles d'accueil vivent actuellement. Du fait, tu sais, il y a l'isolement géographique au niveau du territoire. On s'entend, que ce soit en Estrie ou ailleurs, mais si on parle de l'Estrie, c'est un territoire là, qui va de Mégantic jusqu'à Farnham. C'est énorme là, comme territoire. Fait, on a beaucoup de ressources qui sont dans leur coin, qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'échanger sur leur réalité avec des pairs, avec des gens qui font le même travail qu'eux autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des petites choses qui sont mises en place ici et là, mais ça ressort dans leurs besoins, justement, de pouvoir normaliser leur vécu, de pouvoir s'échanger dans des pratiques, de pouvoir s'entraider aussi entre elles, tu sais, que ce soit des fois des échanges au niveau des services, du gardiennage, n'importe. Mais il faut les créer, ces occasions-là, qu'elles puissent se rencontrer. Puis, pour ça, je trouve ça très intéressant, le point que tu amènes. Ça levait effectivement le salon, cette occasion-là de pouvoir regrouper nos familles d'accueil ensemble. Puis on les avait identifiées aussi pour pouvoir les reconnaître, nos familles d'accueil versus celles qui ne sont pas encore, pour qu'elles puissent se parler ensemble, tu sais, dans le cadre du salon. Fait que, mais oui, c'était magnifique. Puis la remise de prix, tu veux-tu m'en parler de c'était quoi vos catégories de remise de prix? Oui, en fait, ce qu'on a décidé de faire au niveau des remises de prix, en fait, on voulait y aller un petit peu comme on fait actuellement au niveau de l'établissement, là, c'est-à-dire qu'on reconnaissait nos ressources qui atteignaient un chiffron, entre guillemets, là, à partir de 15 ans. Fait que celles qui avaient 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ainsi de suite, là, on les reconnaissait. Donc, on avait comme 3 catégories de prix. OK. C'est une façon concrète de les remercier, de travailler avec nous depuis toutes ces années, dans le fond. On aurait aimé reconnaître l'ensemble de nos familles d'accueil qui ont plus de 15 ans, mais c'est sûr que là, ça aurait été un peu difficile considérant le budget qu'on avait parce j'avais déjà regardé, là, je pense qu'on avait 174, 175 ressources de plus de 15 ans. Là. Wow, quand même. Ça aurait fait un gros bassin, tu sais. Fait qu'on n'a pas eu le choix de prendre cette décision-là, d'y aller avec les 15 ans, seulement 20 ans, 25 ans, ainsi de suite. Donc, on a choisi ça en espérant pouvoir reproduire cette reconnaissance-là d'année en année, finalement. Là, ben oui, c'était touchant, c'était beau, c'était émouvant, c'était le fun. Là. Vraiment, moi, ça m'a donné des frissons voir ces personnes-là qui aident pendant des années d'autres humains. Là. C'est inspirant. C'est inspirant. Parce que c'est difficile comme passion, comme travail. Les gens, ils ont cette vision-là de c'est donc bien difficile. Mais les familles d'accueil, les résidences d'accueil, ils avaient l'air d'être tellement heureux, ça avait l'air d'être des bonnes personnes. T'avais le goût d'aller les voir puis de les rencontrer. Fait que ça déstigmatise aussi un peu ce travail-là, tu sais. Effectivement, on entend beaucoup de choses sur les familles d'accueil, sur ces temps-ci, avec la protection de la jeunesse, tout ça. Et on voulait, avec le salon, changer le message un petit peu. Apporter un côté positif à tout ce qui est fait à tous les jours par nos familles d'accueil, en premier lieu, qui sont là, qui s'occupent de nos usagers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un gros travail, un don de soi qu'elles font. Donc, c'était
la moindre des choses, de reconnaître tout ce travail-là, c'est effectivement, tu le dis, c'est inspirant de voir ça. Puis, en même temps, justement, on voit aussi tout le travail qui est fait par tout le monde, qui gravite autour de nos jeunes et de nos adultes, que ce soit les intervenants de l'établissement, que ce soit le communautaire qui est impliqué, donc nos familles d'accueil et le réseau autour. Donc, tu sais, il y a du beau. C'est ça, c'est un beau travail d'équipe, de réseautage, là, c'est ça qui est beau. Exactement. Puis il faut le faire ressortir aussi, parce qu'on entend beaucoup dans les nouvelles ce qui ne va pas bien, mais il y a aussi beaucoup de belles choses qui sont mises en place. Et le salon est un événement, à mon sens, tout indiqué pour mettre la lumière sur ce qui va aussi, ce qui est bien, puis sur ce qui est inspirant. Puis d'autant plus que nos familles d'accueil et nos résidences d'accueil sont les mieux placés pour expliquer leur travail, puis sont aussi les mieux placés, en quelque sorte, pour nous aider à trouver des nouvelles familles d'accueil. Parce que elles connaissent leur travail, elles connaissent leur réalité, puis elles vivent aussi plein de beaux moments. Il y a des défis, il y a des choses, mais elles sont les mieux placées pour expliquer c'est quoi leur quotidien. Enfin, on s'est dit, si elles sont présentes au salon, puis qu'il y a des gens qui souhaitent devenir famille d'accueil, elles vont être là. C'est ça, c'est eux les spécialistes. Là. Exactement. Oui. Donc, c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça qu'on avait des représentants de famille d'accueil, là, juste famille d'accueil, dans le fond, au niveau jeunesse, puis on avait des représentants de résidences d'accueil adultes, sur place, et leurs associations qui étaient là aussi en même temps. Là. Oui. Leurs associations. C'est ça, ils ne sont pas tout seuls. Il y a des syndicats aussi, comme tu disais. Exact. Puis, exact. C'est ça. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme deux prémices importantes avec la tenue du salon, mais ça vient combler plein d'autres objectifs aussi en même temps. Oui, c'est ça. Vraiment, vraiment. Puis j'ai aimé ça aussi. Il y a eu une conférence de Gino Chouinard. J'aimerais ça aussi que tu m'en parles. Pourquoi tu l'as choisi lui? Puis moi, ça m'a inspiré parce que souvent tu dis des vedettes, une tête d'affiche, ils ont la vie facile, mais non, il a montré sa vulnérabilité, il a montré que c'est difficile pour tout le monde, là. Tout le monde vit sa petite vinaigrette, puis ça a été inspirant de voir que justement, malgré ses défis, il a avancé, puis ouais. Oui, justement, c'était une des raisons pour laquelle on voulait que ce soit Gino Chouinard, c'est que on sait que c'était, ce qu'on entendait dire, c'est que c'était quelqu'un qui était accessible, quelqu'un qui est capable de rejoindre les gens facilement, on voulait quelqu'un, justement, là, qui puisse parler avec son cœur, qui soit accessible, donc... Fait que c'était une des raisons. Fait qu'effectivement, on avait choisi Gino Chouinard pour cette raison-là. Puis M. Chouinard, c'est aussi c'est quelqu'un qui de son côté, a adopté. Donc, il connaît quand même la réalité, même si lui, c'est dans un contexte de famille d'accueil d'adoption. Il connaît quand même c'est un contexte très similaire quand tu es famille d'accueil régulière puis que tu accueilles un enfant chez toi aussi. Fait il y avait cette sensibilité-là aussi. Et puis c'est quelqu'un de l'Estrie aussi, à la base aussi. Fait que c'était un melting pot, excuse-moi l'anglicisme, mais de plusieurs bonnes raisons, que ce soit M. Chouinard qui vienne au salon là, pour présenter un peu son parcours de vie, mais un parcours de vie, comme il l'expliquait, qui peut rejoindre ce que nos familles d'accueil vivent. C'est aussi, ça, vraiment, ben oui. Donc, même un parcours de vie au niveau professionnel, on vit tous des défis, des enjeux dans notre vie. C'est inspirant de voir que quelqu'un a passé par-dessus ces différents obstacles-là, ces différentes difficultés-là, puis qu'est-ce qu'il a mis en place pour, dans le fond, régler certaines difficultés, puis de continuer dans la vie. C'est ça, c'est d'avancer quand même. Exactement, puis qu'est-ce qui est ressorti de tout ça, tu sais. Fait que je pense que c'est très inspirant là, comme conférence, puis qui s'applique à la réalité de nos familles d'accueil, parce qu'ils l'avaient adapté en fonction de leur réalité aussi. Oui, vraiment. J'avais trouvé ça magnifique. T'aurais-tu quelque chose d'autre que tu voudrais dire qu'on n'a pas abordé? Je pense que tu m'avais nommé un point tantôt. Si, mettons, moi, là, je voudrais devenir famille d'accueil, je commence par quoi? Déjà là, il faut que je sache si je vais aider la clientèle jeunesse ou la clientèle adulte.
il faut que je sache que si je veux aider la clientèle jeunesse, si c'est dans le but d'adoption, fait que ça serait la première question à me poser. C'est sûr qu'au niveau réflexif, effectivement, il y a un petit travail, il y a un petit travail à faire à ce niveau-là, là. Au niveau de la réflexion sur son propre projet de vie, quand on souhaite devenir famille d'accueil. Si on parle de l'aspect jeunesse, effectivement, je le disais en entrée de jeu, on a des gens qui, dans leur vie, ne souhaitent pas nécessairement aller vers l'adoption. Ils veulent pouvoir s'occuper d'enfants, d'adolescents qui ont diverses difficultés, sans pour autant que ce soit de l'adoption. Ça n'empêche pas que ces personnes-là peuvent avoir un enfant ou un adolescent qui soit hébergé chez eux à court terme, à moyen terme, comme ça peut être à long terme aussi. Oui, parce qu'après 18 ans, ils peuvent décider de le garder pareil. Ils peuvent-tu? À ce moment-là, ça leur appartient. C'est ça. Nous, c'est sûr que c'est très administratif, mais rendu à 18 ans, au niveau contractuel, ça se termine, avec cet enfant-là. On s'entend. Mais, je veux dire, elles peuvent demeurer famille d'accueil, mais c'est juste qu'à ce moment-là, sans tomber trop dans le détail, là, l'enfant pourrait décider de demeurer là, mais la place qu'il occupait à contrat avec l'établissement redevient disponible pour un autre enfant. Donc, c'est ça. Là, il y aurait une discussion à avoir, après ça, sur la suite des choses, là, si le jeune demeure là. Mais ça sera à voir à ce moment-là avec les intervenants plus gestionnaires au dossier. Mais sans aller trop dans le détail, au niveau des types dans le fond, de familles d'accueil qui existent, le choix que la personne a à faire, effectivement, elle doit garder en tête, est-ce que d'abord et avant tout, si je veux, moi, dans ma vie, ce que je veux, c'est adopter. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, le projet de devenir famille d'accueil régulière, peut-être moins pour ces personnes-là. Mm-hmm. À ce moment-là, c'est préférable pour cette personne-là ou ce couple-là d'aller du côté du processus pour être sur la banque mixte, la liste d'attente pour les familles d'accueil de type banque mixte, qui est gérée par la Direction de la protection de la jeunesse. Donc, c'est deux processus différents quand on veut être une famille d'accueil régulière, une famille d'accueil en vue d'adoption. Est-ce que c'est un site Internet différent? Est-ce que c'est un numéro de téléphone différent? C'est-tu une séance d'information différente? Oui. Si les gens écrivent dans leur moteur de recherche, là, devenir famille d'accueil Estrie, par exemple, ils vont tomber sur notre page, entre autres, famille d'accueil régulière. Nous, sur notre page, on fait la distinction sur les types de familles d'accueil. Et si, finalement, c'est plus de l'adoption qu'ils veulent, ils peuvent aller sur la page de la protection de la jeunesse à ce moment-là, qui vraiment explique le processus là, pour devenir famille d'accueil en vue d'adoption. Donc, oui, on met l'information pour que les gens puissent se retrouver là, sur nos sites. Donc, au niveau, en fait, il y a certains, au niveau du processus, il y a certaines choses qui se ressemblent. C'est quand même deux façons quand même de faire différentes, mais avec certaines similarités. Les deux ont des séances d'information. Hein. Donc, c'est obligatoire de participer à ça. Obligatoire, oui. Qu'on soit famille d'accueil régulière ou d'adoption, séance d'information, c'est nécessaire. C'est obligatoire. Donc, première étape, la personne qui est intéressée à devenir famille d'accueil, en fait, c'est de s'inscrire à cette séance d'information-là. Donc, c'est toujours possible, du moins du côté de notre côté, du côté de la coordination à l'hébergement. On a des dates régulières là, au courant de l'année, en présentiel par Teams. Les gens s'inscrivent. À cette séance-là, ça dure à peu près, je dirais, grosso modo 2 heures, selon les questions que les gens ont. Et c'est des gens, à ce moment-là, qui peuvent avoir un projet de vie d'aller plus vers la clientèle adulte ou la clientèle jeunesse. C'est la même séance d'information. Et suite à la séance, on remet des documents d'inscription aux gens. Ils ne sont pas obligés d'envoyer leur documentation tout de suite. Elles peuvent y réfléchir. Parce que c'est un gros projet, ça demande une réflexion. On amène les gens, mes collègues, en fait, qui sont au recrutement, peuvent les accompagner dans ce processus réflexif-là aussi. C'est comme un peu la porte d'entrée. Elles ont produit récemment un guide réflexif aussi, à savoir, est-ce que ce projet-là est pour moi? Donc, les gens peuvent réfléchir à ça. Et si les personnes sont intéressées à devenir famille d'accueil régulière, elles peuvent à ce moment-là envoyer leur documentation et elles vont s'inscrire officiellement pour être évaluées pour devenir famille d'accueil, hein, parce qu'il y a un processus d'évaluation qui suit.
Donc, par la suite, arrive justement l'équipe d'évaluateurs, évaluateurs, évaluatrices, qui, dans le fond, l'un d'entre eux vont prendre le dossier, vont faire quelques rencontres avec les postulants, avec les candidats les gens qui sont intéressés. Ouais. Et en fait, suite à cette rencontre-là, il y a un rapport qui est produit par l'équipe d'évaluatrices. Et en fait, c'est une évaluatrice là, qui porte le dossier. Elle va produire son rapport après quelques rencontres avec la famille. Et c'est elle qui va déterminer en quelque sorte, de prime abord, c'est-tu, selon elle, selon l'évaluation qu'elle en a faite au niveau du milieu de vie, des habitudes de vie, du projet de vie, au niveau de l'environnement, au niveau on évalue quand même plusieurs sphères. Est-ce que c'est des bons candidats ou non? Si c'est des bons candidats, elle va présenter en fait le dossier après ça à un comité d'accréditation. OK. Et au comité d'accréditation, il y a l'évaluatrice gestionnaire, puis c'est là que c'est stampé, si oui ou non, ils vont garder le dossier, les candidats en fait. Puis s'ils décident d'aller de l'avant avec ces candidats-là, on va signer à ce moment-là l'entente de service avec eux autres. OK. Et il ne faut pas qu'ils s'attendent à très longtemps qu'ils vont avoir un premier appel pour un placement, là, soit d'un jeune ou d'un adulte, là, dépendamment de la clientèle choisie. C'est assez rapide généralement. Il ne faut pas qu'ils fassent ça. C'est pas le temps de partir en voyage 2 mois de temps là, tout de suite après. Là, non? Là, si tant rapide que ça? Ça peut aller quand même assez vite, là, effectivement. Donc, fait que c'est ça. Fait que en même temps, du moment où ils ont participé à la séance d'information, jusqu'à l'accréditation, il y a plusieurs semaines qui se sont écoulées. Okay. Donc, elles ont eu le temps d'y réfléchir, d'approfondir leur réflexion. Là, mais c'est le fun, justement, si tu veux aider, puis que ça, dès que tu as l'accréditation, c'est plus rapide, mettons, que l'adoption, justement, que là, tu es prêt, mais tu sais pas quand que ça peut, c'est comme 2 processus, comme tu dis. Là. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas cet aspect-là de dire... au niveau de l'adoption, ça va-tu se concrétiser ou pas? Là, tu es sûr d'avoir quelqu'un, dès que tu es accrédité, tu vas avoir quelqu'un là, qui est... C'est rapide, c'est ça. C'est effectivement... Oh, wow. On est en recherche, on est en manque, en fait, criant de place autant pour nos jeunes, nos adultes. Hein? Okay. Donc, il y a des besoins qui sont là. Mais en même temps, on a le souci, comme établissement, d'offrir des milieux de qualité. Hein? Oui, c'est sûr. Fait que ça, on ne s'en sort pas. On va offrir des bons milieux à nos jeunes, nos adultes. Donc, l'importance du processus est là. Puis, il y a des critères qu'on n'y échappe pas, mais sont déterminés par le ministre. Et c'est des, à moins d'exception, c'est des critères quand même assez sévères qu'il faut quand même évaluer aussi. Mais ça, c'est en dehors, dans le fond, de l'établissement. Ce n'est pas le CIUS qui décide de ces critères-là. Mais c'est ça. Fait que ça fait toute partie des questionnements qu'on va poser, en fait, aux postulants pour déterminer s'ils sont... est-ce qu'ils veulent vraiment aller dans ce projet-là? Puis si oui, c'est-tu les candidats... Sont-ils éligibles? Éligibles, là, effectivement, là, à devenir famille d'accueil. Donc, Puis est-ce que tu sais, vous avez besoin de combien de familles à peu près pour jeunesse ou adultes? Est-ce que vous savez un pourcentage ou il y a plus de villes que d'autres qui ont... Ça varie tout le temps. Hein. Il y a toujours des... Il y a toujours des besoins quand même qui sont là. C'est difficile de statuer parce qu'effectivement, ça va varier au courant d'une même année. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des besoins, il y en a. On en cherche des familles. Là, donc, fait que ça n'engage à rien d'assister non plus à une séance d'information, que ce soit pour être adopté ou que ce soit pour être famille d'accueil régulière. Que les gens veulent aller chercher de l'information, ça n'engage à rien. Là, Puis c'est un travail, ça. Là, les gens sont rémunérés pour ça. Là. Ils ont un soutien. Là, ça ne va pas leur coûter. Ils ne vont pas perdre, là, justement. Ils ne vont pas s'endetter pour ça. Là. Effectivement. Nos familles d'accueil régulières, nos familles d'accueil, en général, c'est un travail à la base. On signe un contrat avec eux autres. Donc, c'est des travailleurs autonomes. Ouais. Donc, effectivement, elles sont rémunérées par l'établissement là, pour le travail qu'elles font. Un travail qui est rémunéré en fonction des services qu'elles rendent. Là. Ça, c'est discuté avec les intervenants selon les évaluations de chacun des usagers. Donc, plus elles rendent des soins, des services, bien, à ce moment-là, le montant qui leur est attribué est variable. Ouais.
Donc, c'est pas il y a un montant fixe de base, mais après Ouais. ça varie selon les soins et services. Là. Ouais. Oui, effectivement. Parfait. Fait que ça, tu disais, c'était la partie jeunesse régulière et adulte. Puis tu disais que ça se ressemblait un petit peu. Est-ce que ça... C'est quoi le processus là, par rapport à la protection? Est-ce que tu le connais, ça aussi? Celui-là, je vais moins m'avancer du côté de la protection de la jeunesse parce qu'ils ont leur propre processus. Hein? OK. Puis je voudrais pas non plus dire OK. n'importe quoi, là. Fait que je m'avancerai pas trop. Mais Ça se c'est ça, ressemble, mais c'est différent. il y a des similarités, effectivement, mais elles ont leur propre séance avec... puis il y a des implications qui sont différentes aussi. Donc, le mieux, c'est vraiment de consulter la page OK. d'adoption là, de la Direction de la protection de la jeunesse. Là. Ils ont une page, puis il y a des gens qui peuvent contacter aussi Super. pour poser leurs questions. Donc, un peu la même chose que de notre côté, là, si les gens ont des questions. Là. Donc, peut-être la première chose à faire, de vraiment aller lire ce qu'il y a sur les pages Parfait. de notre site sur Santé Estrie. Là. C'est merveilleux que tu fasses cette distinction-là parce que, tu sais, moi, d'emblée, je pensais que c'était la DPJ, tu sais, régulière, jeunesse, mais tu sais, c'est des paliers administratifs un peu de gestion de qualité différents, tu sais. Fait que... Effectivement, c'est un peu différent. C'est sûr que nos familles d'accueil, tu sais, même du côté de la protection de la jeunesse, ont des obligations à rendre au niveau de la qualité qui sont très similaires aussi. Mais le processus d'accréditation est deux processus c'est différents. ça. Fait que c'est Effectivement. important à savoir ça, là, de où est-ce que tu vas aller pour Oui. chercher ton information, ton soutien, puis... Oui, puis je dirais même, tu sais, on parle jeunesse, puis là, on réfléchit actuellement, même au niveau de nous, au niveau du recrutement de familles d'accueil, c'est sur des pages distinctes, mais on se dit, souvent, les gens ne savent pas qu'il y a possibilité d'être famille d'accueil, donc mais pour les adultes, donc Ouais. résidence d'accueil. Ouais. Donc, on se dit, mais les gens, quand ils se présentent autant au salon que sur notre page Internet, mais on réfléchit peut-être actuellement à regrouper les deux clientèles sur la même page pour que les gens arrivent puis disent, moi, j'aimerais ça accueillir des enfants, mettons, dans mon domicile, mais en allant sur la page, ils se rendent compte que, mais finalement, peut-être que la clientèle en déficience intellectuelle m'intéresse davantage. Oui, c'est ça. Tu vois la possibilité si tu sais pas que ça existe puis que tu peux pas. Ben, c'est ça. Déjà, la base, ils veulent aider un humain. Fait que c'est ça qui est beau. Exact. Donc, le but, c'est ça, hein, c'est de faire de l'enseignement. On a ce rôle-là aussi dans notre équipe, aussi comme établissement, là, de renseigner les gens parce il y a tellement de... C'est compliqué, hein, il y a beaucoup de détails là-dedans. Fait que le but, c'est de simplifier un peu l'information. Puis le salon avait ce rôle-là aussi, là, tous les représentants au niveau promo recrutement étaient présents sur place pour répondre à toutes ces questions-là aussi. Là. Donc, Ben oui, c'est ça qui est beau d'avoir des spécialistes justement qui vulgarisent bien, qui simplifient. C'est tellement aidant. Là. Oui, ça facilite l'information. Puis tu m'avais dit tantôt que tu avais des petites statistiques. Tu voudrais-tu me dire ça, tes petites statistiques? Des fois, les gens aiment toujours avoir un petit peu une idée, là. Puis c'est intéressant de le nommer parce que souvent, on ne se rend pas compte de l'ampleur de notre bassin de ressources, là, qui est quand même assez énorme. Là. Tu sais, comme je le disais, l'Estrie, hein, c'est large. Hein. C'est quasiment 2h30, 3 heures de route d'un extrême à l'autre. Ben oui. Donc, sur notre territoire, en fait... tu sais, au niveau du volet plus jeunesse, là, comme tel, tu sais, au niveau des familles d'accueil régulières, donc que nous, à la Direction Qualité, on s'occupe, on était rendu à 286 résidences. OK. C'est bon. C'est quand même beaucoup pour un total de 742 places dans nos résidences, dans ces 286 familles d'accueil régulières-là. Faut comprendre aussi au niveau jeunesse, on fait une mini-distinction, mais quand les gens, en fait, quand nos enfants ou nos adolescents ont un lien significatif avec soit un proche là, de leur famille directe ou un lien avec un lien significatif, ça peut être au-delà de leur famille directe, ils peuvent devenir aussi famille d'accueil, ce qu'on appelle des familles d'accueil de proximité. Oui. Donc, c'est important quand même de savoir que ça existe parce que c'est des termes qu'on entend, qu'on voit sur nos sites Internet aussi. Donc... ça, c'est dans votre département aussi, oui, de proximité. Effectivement.
Donc, un jeune que ses grands-parents, mon oncle, ma tante voudraient... Frère, sœur, même oui, c'est ça ça, une pourrait, sœur. OK. effectivement. Donc, il voudrait s'en occuper. Donc, le jeune ne peut pas demeurer dans son milieu naturel avec ses parents. Il peut être... on préfère qu'il soit hébergé chez un proche ou quelqu'un avec qui il y a un lien significatif. C'est ce qu'on appelle des familles d'accueil de proximité. C'est à peu près la même chose qu'une famille d'accueil régulière au niveau des obligations, mais avec peut-être, on est un petit peu plus permissif sur certaines choses parce qu'on veut privilégier le lien qu'ils ont déjà. Donc, on en a, sur notre territoire, on a 324 familles d'accueil de proximité. Donc, 286 régulières, 324 familles d'accueil de proximité. Wow. Et on a, au niveau adulte, 281 résidences d'hébergement. Fait qu'on a à peu près un bassin de 900 ressources, donc 900 résidences ou familles d'accueil, si on veut, sur le territoire de l'Estrie. Ce qui est pas rien, c'est beaucoup de ressources. Ben oui. Puis on en cherche encore. Là, on a besoin d'augmenter aussi notre bassin de ressources. Mais c'est, Oh wow, c'est le fun, ça donne un portrait. J'avais pas, moi, ces chiffres-là en tête, fait que c'est bien que tu... oui, puis c'est ça avec le salon, on voulait regrouper justement ces gens-là parce qu'on se dit, ils ont, c'est tous des gens qui ont une expérience, qu'ils ont quelque chose à apporter. Puis, sur nos 900 ressources, là, ils ont beaucoup de choses à s'apprendre, puis des vécus qui sont similaires à partager. Fait, on voulait les regrouper au même endroit. Puis on a d'autres projets aussi là, qu'on veut mettre en place pour essayer de favoriser un peu plus de cohésion, puis de partage aussi entre les ressources là, qui s'en viennent. Peux-tu m'en parler de ça ou c'est plus des petits punchs? Je peux glisser quelques mots. En même temps, c'est ça, là, c'est pas nécessairement stampé. Mais vous avez dans l'idée pour nourrir ce besoin-là? Exact. On a dans l'idée de entre autres, on voudrait faire peut-être des petits... soit des groupes de réseautage. En fait, on l'a déjà mis en place tranquillement, les groupes de réseautage, justement parce qu'on veut amener les ressources à pouvoir créer des liens ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait appelé groupe de réseautage. On a commencé le projet, dans le fond, à l'hiver passé. C'était 5 séances, en fait, 5 rencontres, type café-rencontre. Donc, c'est un groupe fermé, par contre. Hein, de familles déjà accréditées. De familles déjà accréditées, effectivement. Là, on était avec le volet jeunesse plus, là, pour mettre sur pied le groupe, là, pour faire un essai. Donc, effectivement. Donc, on avait un groupe... en fait, on avait 2 groupes d'environ 7-8 personnes, familles d'accueil, qui échangeaient aux 3 semaines environ sur un sujet qui évoluait de l'accueil de l'enfant jusqu'à son départ. Oh, wow! Fait que là, on avait mis ça en place, mais on ne voulait pas, nous, comme établissement, se positionner en tant qu'experts. On voulait plutôt être des gens qui mettaient, en fait, on mettait la table pour avoir une discussion, mais de faire ressortir l'expertise de nos familles d'accueil, puis qu'elles puissent échanger entre elles, puis créer des liens. Ben oui, comme ça, ils se sentent compétentes, puis autonomes, puis c'est la filiation aussi entre eux. Oui. C'est ça qui est beau, là. Exact. Puis elle ne peut pas savoir c'est quelle autre famille d'accueil. C'est vous qui connaissez toutes les familles d'accueil, qui les mettez en lien. Fait que c'est ça qui est beau. Comme que tu dis, vous avez mis la table, puis eux, après ça, ils... Ils nous parlent de leur expérience, là. Exactement. Et on a eu des bons commentaires là, pour cette première mouture-là, là, qui, en fait, il y avait un groupe plus pour la région de Sherbrooke. Il y en avait un du côté de Granby aussi. On essaie de favoriser les différentes régions, les différents RLS, là. RLS, là, les réseaux locaux de services, là. Donc, fait qu'on essaie de regrouper les gens là, qui sont plus proches ensemble. Fait que c'est un exemple de projet soutien en même temps qui se base sur des bonnes pratiques dans le but de faciliter le travail des ressources. Fait qu'on, c'est merveilleux. Oui. Puis là, tranquillement, on a commencé à mettre en place, ça se voit ailleurs aussi, région de la capitale nationale sont très avancées aussi au niveau de l'infolettre. On a mis une infolettre en place pour nos ressources d'hébergement. Donc, encore là, le but de l'infolettre, c'est de
de passer des messages positifs aussi. Tu sais, dans le fond, je voulais que l'infolette puisse amener quelque chose de nourrissant, tu sais, pour les ressources. Alors, pour nous, c'est une façon aussi de créer des liens parce qu'on veut mettre en lumière dans l'infolettre des ressources d'hébergement, donner la parole aux ressources. Fait qu'on a des textes qui viennent de nos ressources d'hébergement. Oh, wow. Puis, dans le fond, elles peuvent parler de leur réalité. OK. Et fait que ça peut rejoindre d'autres ressources. Fait que c'est une façon aussi un petit peu de briser l'isolement. Puis en même temps, ben, elles se font connaître à travers de ça. Elles sont valorisées. Tu sais, c'est valorisant pour eux autres aussi de pouvoir parler de leur expérience au travers de l'infolettre. Donc, c'est un autre exemple qui peut favoriser tu sais, la cohésion, le partage. Puis, évidemment, l'infolette, on en profite pour donner quelques informations qui sont pertinentes pour leur quotidien. Tu sais, donc, ce qui s'en vient. Fait qu'on essaie de, tranquillement, là, disons, comment je dirais, on veut défaire les silos, justement. C'est ça, comme c'est un travail d'équipe, là. Oui, c'est ça. C'est une reconnaissance aussi, puis c'est inspirant. Faire, elle a fait ça comme ça. Moi, j'ai tel défi. Tu sais, c'est beau, comme ça, tu t'améliores, puis tu avances, vu que tout le monde a le même but commun en tant que tel. Là, exactement. Puis en même temps, on veut favoriser le partenariat avec les organismes communautaires, avec évidemment les autres directions cliniques de notre établissement. Donc, toutes ces personnes vont pouvoir être des contributrices à l'infolettre aussi. Ben oui. Donc, ben oui, tu sais, comme justement, si la personne, c'est une résidence d'accueil pour personnes avec des traits sur l'autisme, sur le spectre de l'autisme, ben tu sais, il y a Autisme Estrie, tu sais, qui peuvent aider aussi. Il y a TDAH Estrie, il y a tellement, juste à Magog, il y a tellement d'organismes, là. Il y a Zone Libre, tu sais. Voilà, effectivement. Fait qu'on veut pouvoir mettre ces organismes-là en lumière aussi, là, parce que souvent, sont moins connus, il y en a plus que d'autres. Fait qu'on veut pouvoir justement les faire ressortir un peu. Puis, parce que ça l'enlève la pression parce qu'ils ont une expertise. Fait que, tu sais, chacun sa spécialité. Fait que, tu sais, toi, tu fais ton travail d'être là pour le jeune, mais après ça, s'il y a une problématique en particulier, ça veut pas dire que tu es une travailleuse sociale en étant famille d'accueil. Fait que, tu sais, il y a d'autres ressources, là, justement, pour alléger ta charge mentale. Effectivement. Fait que c'est plein de beaux projets, là, qu'on voit, c'est très enivrant, là, tout ce qui est possible de faire, de mettre en place. Et on a l'ouverture des gestionnaires d'établissements de pouvoir mettre ça en place actuellement, tous ces projets-là. Puis, on est tous persuadés que ça va avoir des répercussions positives là, à court moyen terme là, auprès de nos ressources d'hébergement, puis ultimement auprès de nos jeunes, nos adultes, nos aînés qui sont hébergés là. C'est ça. C'est eux qui vont vivre tout le dur labeur que vous avez mis en place. Là. C'est eux autres qui vont récolter les fruits, là, justement, cette clientèle-là. Ah, wow, c'est merveilleux. Puis parle-moi donc, vous allez-tu faire ça, un prochain salon? T'es-tu dans l'idée? Tu vas-tu faire quelque chose de nouveau? La question à 1000 piastres, hein? En fait, d'entrée de jeu, je peux dire que au niveau de notre côté, au niveau de la gestion, on a atteint l'objectif en termes de nombre de visiteurs qu'on voulait atteindre. Là, c'est bon, ça. Pour un premier salon, donc on a eu à peu près 200 personnes. On est toujours ouvert à en avoir plus pour les années à venir. Donc, mais nous, de notre côté, on est satisfait au niveau du nombre de visiteurs, puis en même temps, on se doute des répercussions positives que ça va donner. Là. Fait qu'on est très satisfait. Au niveau, il faut comprendre, le salon a été mis en place grâce à la collaboration des syndicats qu'on parlait tantôt, donc l'ADREC et l'ADRAC, donc l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec et l'Association démocratique des ressources à l'adulte du Québec. Donc, nos deux associations, je trouve important de les nommer. Elles ont été... c'est grâce à notre partenariat avec nos associations, avec les associations des ressources qu'on a pu mettre en place ce salon-là. Là. Donc, et de leur côté, ils étaient aussi très satisfaits de ce que ça a donné comme événement. Fait que de ce côté-là, c'est positif au niveau statistique, au niveau de notre partenariat avec les syndicats. Maintenant,
Ça va être vraiment de voir, comme on dit toujours, là, l'argent, c'est dans la guerre. Fait que actuellement, on est là-dedans là, à essayer de regarder si on peut avoir un budget similaire pour l'année prochaine. Donc, c'est difficile de répondre pour l'instant parce que oui, il manque quand même quelques données, mais en même temps, si jamais on espère avoir le même budget, parce que c'est un événement qui coûte quand même très cher, mais il y a toujours possibilité de l'adapter aussi. On n'est pas campé dans une formule fixe. Non, là. c'est ça. Puis ça dépend des partenaires aussi, ou peut-être des personnes philanthropes qui veulent s'impliquer puis investir. Là, c'était au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Je sais, moi, j'ai rempli, il y avait un concours, j'ai gagné des billets que j'ai donnés à des mères monoparentales dans le besoin. Fait que c'est le fun. Il y a aussi des partenaires, justement, qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu là-dedans. Fait que peut-être dépendamment de qui va embarquer aussi, ça pourrait être aidant. Oui, effectivement. Là, cette année, vu que c'est un premier projet, premier salon pour moi à organiser, j'ai eu moins de temps, mettons, à mettre, par exemple, au niveau des recherches de commanditaires. Mais tu sais, refaire un événement comme celui-là, on s'y prendrait plus tôt, on essaie de trouver d'autres commanditaires aussi. Là, cette année, on a la Fondation du Centre Jeunesse qui nous a beaucoup aidés avec ça. On a Desjardins aussi qui nous a aidés. Mais on aimerait avoir d'autres commanditaires. Fait que ça aussi, ça vient jouer. Puis, on se disait aussi, là, cette année, on a eu 2 conférenciers. On a parlé de Gino Chouinard tantôt. On a eu Denis Carignan qui était là, qui est extraordinaire aussi au niveau de son expérience là, qu'il a pu partager au niveau en lien, lui, c'est beaucoup en lien avec le lâcher-prise, tout ça. Il a amené, c'est super intéressant. Donc, on avait 2 conférenciers. Puis là, on se disait peut-être qu'une prochaine année, par exemple, on pourrait avoir un seul conférencier. Mais en contrepartie, l'après-midi, par exemple, ou le matin, pourrait être davantage remplacé par des petits ateliers qu'on pourrait faire. Donc, exemple, quelqu'un d'une équipe, de l'équipe de réadaptation vient donner une petite séance d'information de 30 minutes sur les bonnes pratiques, par exemple, pour au niveau parental, mettons, ça peut être quelque chose comme ça pour comment agir face à des situations de crise ou name it, là, en fait, on pourrait créer des petits ateliers comme ça, formatifs pour les visiteurs, tu sais. Fait qu'on pensait, à peut-être modifier la formule un peu comme ça, dépendamment du budget qu'on aura aussi, là. Ah, ben c'est le fun. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait un deuxième. J'aimerais ça y assister parce que j'ai vraiment aimé ça. J'ai tellement... j'ai trouvé ça inspirant. C'était le fun. Ben, je vous le souhaite que vous allez pouvoir en faire un deuxième. On se le souhaite. Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que j'ai... Bien, je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, c'est ça. Puis, je remercier là, tous ceux qui ont participé, qui ont donné un coup de main pour le salon, qui se sont présentés au salon. Il y avait des bénévoles aussi. Il y avait des bénévoles aussi. J'organise le salon, mais le salon ne peut pas avoir lieu sans l'aide de tout ce beau monde qui était présent puis qui amène aussi leur expertise. Fait que je voudrais remercier vraiment tout le monde qui était là, tout le monde qui a mis l'épaule à la roue, puis tous les visiteurs aussi, nos familles d'accueil. Donc, un gros merci là, à tout le monde, là, cet événement-là. C'est grâce à vous. Là, donc, ben oui. Puis merci à toi aussi d'avoir eu l'audace, justement, puis la créativité, puis d'avoir rassemblé toutes les bonnes personnes, puis de les avoir mis à bonne place. Là. C'était vraiment le fun. C'est ça, c'était beau de te voir heureux dans ton élément. Puis, tu sais, ça allait vite, mais ça avait tout été pensé d'avance. Fait que tout s'est bien, tu sais. En tout cas, moi, j'ai apprécié là, en tant que néophyte, là, puis visiteuse, là, j'ai apprécié. Cool. Ouais, ben ça fait plaisir. Un gros merci. Puis, en espérant se revoir dans une deuxième édition à l'automne prochain. C'est sûr. Ben oui, je vais faire la publicité de cet événement-là. Super. Un gros merci. Puis, je te souhaite bonne année aussi. Bonne année. Une bonne année 2025. Oui, plein de beaux défis, puis... Absolument, on s'ennuiera pas, oui, ça, c'est sûr, c'est bon. pour 2025. Parfait, merci. Merci, à la prochaine.